Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour ce webinaire, le premier de la troisième saison. Mon nom est Magali Dufour. Je suis professeure au département de psychologie de l'Université du Québec à Montréal. Je suis également chercheur dans l'équipe Hermès et à l'Institut universitaire en dépendance. Et aujourd'hui, nous avons donc le plaisir d'accueillir Monsieur Jean-Philippe Laforge pour venir discuter des free-to-play. Peut-être présent. Donc, quelques petits mots peut-être pour parler rapidement de Jean-Philippe. Jean-Philippe Laforge est maintenant titulaire d'une maîtrise en sociologie de l'Université Concordia et il a été sous la direction d'Annie-Claude Savard et de Sylvia Kérouz. Il est également professionnel de recherche. Il coordonne le très gros projet dans lequel va être tiré son mémoire, dans lequel il va vous parler dans quelques minutes. Et donc, il va s'intéresser aux jeux vidéo. Donc, il pourra prendre le temps d'en discuter. Et ce qui va être fort intéressant dans les travaux de Jean-Philippe, c'est justement qu'il a été beaucoup plus loin que le simplement OK, je joue. Mais il va être tenté de le comprendre, non pas d'un point de vue pathologique, comme on le fait dans d'autres webinaires, mais bien d'un point de vue de la personne qui va le faire sans nécessairement que ça amène des problèmes dans sa vie. Donc, c'est une perspective fort intéressante parce qu'avec nos clients, avec les gens avec lesquels on travaille, ça arrive que c'est quand on fait justement notre première évaluation, notamment quand on va travailler parfois avec les gens qui ont des problèmes de jeux d'hasard et d'argent ou avec ceux qui ont un problème de consommation, les jeux vidéo sont un des domaines qu'on devrait quand même juste porter un regard. Et donc, d'avoir un regard non pathologique peut parfois nous aider justement à, à mieux juger de quand est-ce qu'on devrait dire oui, oui, j'interviens ou quand est-ce que finalement ça s'intègre dans la vie. Donc voilà, Jean-Philippe, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue à ce webinaire et la parole est à toi. Euh, pour les questions, peut-être qu'on va laisser, si vous permettez, Valérie, nous avions dit que les questions étaient à la fin. Ben, les gens peuvent écrire en tout temps leurs questions dans le Q&A, mais on va y répondre seulement à la fin. Et si vous souhaitez poser votre question verbalement, vous avez juste à lever la main, puis on va débloquer votre micro, puis vous pourrez la poser. Alors, merci beaucoup, Valérie. À toi, Jean-Philippe. Merci beaucoup, Magali, puis merci beaucoup, Valérie, aussi pour l'invitation. Je suis vraiment très, très, très content d'être ici aujourd'hui pour vous parler effectivement de ces jeux mobiles free-to-play dont vous avez peut-être entendu parler avant même cette présentation. Alors, si ça vous va à tout le monde, je me lance. Je vais également vous partager mon PowerPoint. Comme ça, vous allez avoir un petit support visuel qui va accompagner ma présentation. Alors, comme je vous l'ai mentionné, aujourd'hui, je vais vous parler de jeux mobiles free-to-play et plus particulièrement, comment ces jeux-là font partie de la vie quotidienne de plus en plus de joueurs à travers le monde, en fait. Puis, ce que je vais vous présenter, comme l'a mentionné Magali plus tôt, ce sont les résultats de mémoire de maîtrise en sociologie que j'ai fait à l'Université Concordia, qui était à la fois sous la direction de Sylvia Kérouz à l'Université Concordia et Annie-Claude Savard à l'Université Laval. Donc, comme je l'ai mentionné, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est probablement parce que vous avez entendu parler des jeux free-to-play dans votre vie, ou peut-être même vous avez rencontré des gens qui jouaient à ces jeux-là dans votre pratique professionnelle. Donc, peut-être que aussi vous-même, vous jouez à ces jeux free-to-play-là. Alors, dans ce cas-là, peut-être que la présentation risque d'avoir une petite plus-value plus intéressante pour vous. Donc, j'aimerais commencer vraiment par définir qu'est-ce qu'on entend par jeu mobile free-to-play. C'est en fait des jeux gratuits qui sont téléchargeables sur des appareils mobiles et qu'on peut jouer un peu n'importe où et surtout n'importe quand. Donc, petit point de distinction ici que j'aimerais faire, c'est dans la grande famille des jeux mobiles free-to-play, on y retrouve notamment les jeux de casino gratuits, qu'on appelle aussi les social casino games. Donc, je veux tout de suite clarifier que je ne parlerai pas aujourd'hui de ces jeux de casino gratuits dans ma présentation, notamment parce qu'aucun des joueurs que moi j'ai rencontrés dans le cadre de cette étude-là jouait à ces jeux. Puis, autre raison, c'est que ce sont des jeux qui sont parfois considérés comme une catégorie à part, si vous voulez, des jeux free-to-play, euh, notamment parce qu'ils se rapprochent peut-être un petit peu plus des jeux d'hasard et d'argent en ligne que des jeux vidéo. Donc, je vais me concentrer plus sur la portion jeux vidéo, jeux mobiles free-to-play plutôt que jeux d'hasard et d'argent, peut-être gratuits, si vous voulez. Maintenant que j'ai fait cette petite distinction, euh,
peut-être vous mentionner que les jeux free-to-play permettent de façon générale de faire des achats en cours de jeu. Ils sont gratuits, mais ils permettent effectivement de faire des achats, qu'on appelle aussi des microtransactions, qui en fait permettent aux joueurs d'obtenir différents privilèges dans le jeu. Ça peut être des skins, des items cosmétiques, ça peut être des boosters, comme on les appelle, ça peut être des items qui nous permettent de jouer plus longtemps, de poursuivre nos pratiques de jeu. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de variétés à ce niveau-là. Je pense qu'il faut aussi mentionner au passage que ce sont notamment les microtransactions qui sont effectuées par les joueurs qui viennent vraiment permettre aux compagnies qui conçoivent des jeux d'avoir un certain revenu de ces jeux-là. De façon générale, comme je l'ai mentionné aussi, ce sont des jeux qui sont très populaires. Puis pour illustrer un peu leur popularité, je vous partage ici des statistiques assez éloquentes, à mon avis, comme quoi, en fait, les jeux mobiles free-to-play auraient généré 103,5 milliards de dollars en revenus pour 2022 et ça représente un bond de 5,1 depuis 2021. Donc, on voit ici que malgré la gratuité des jeux, ils génèrent énormément de revenus pour les compagnies. Ça, c'est pour ce qui est de l'aspect peut-être économique de la popularité, mais par contre, peut-être mentionner aussi que dans une enquête qui a été menée récemment au Canada, on voit que c'est environ 40 des joueurs qui jouent vraiment à tous les jours et on voit que c'est des jeux, notamment des jeux de puzzle comme Candy Crush et Gardenscapes ou encore des jeux de gestion comme SimCity ou Farmville qui sont vraiment populaires auprès des joueurs. Petit mot maintenant sur la conception des jeux free-to-play. On reste encore dans cette idée de bien définir puis bien illustrer qu'est-ce que sont ces jeux mobiles free-to-play. Euh, Vous êtes peut-être familier ou familière avec les jeux vidéo, vraiment au sens traditionnel du terme, mais les jeux mobiles free-to-play sont un peu une forme particulière de jeu, puis ça se distingue notamment sur le plan de la conception et des caractéristiques de jeu. Donc, ce sont des jeux qui sont vraiment conçus pour favoriser un engagement répétitif. L'idée, c'est d'encourager le joueur à revenir jouer le plus possible et ultimement les inciter à dépenser de l'argent. Peut-être pas au début, lorsqu'on télécharge le jeu, mais éventuellement les amener, ces joueurs-là, à dépenser un petit peu d'argent. Donc, les compagnies qui conçoivent ces jeux-là ont beaucoup tendance justement à ajuster continuellement les jeux. Et ça se fait notamment grâce aux données comportementales qui sont générées par les joueurs. Puis, ça permet de rendre l'expérience toujours plus attrayante. Ça permet de rendre l'expérience parfois très personnalisée auprès des joueurs. Et ultimement, le but, c'est de ramener le joueur vers le jeu, évidemment. Par contre, lorsqu'on regarde comment ces jeux-là peuvent peut-être s'intégrer dans un contexte de vie quotidienne, ben, il y a d'autres recherches dans le domaine qui ont mieux permis de comprendre, en fait, comment les jeux avaient surtout tendance à être joués pendant les petits temps morts des joueurs. Donc, un peu dans les contours, si vous voulez, des obligations quotidiennes, que ce soit le travail, que ce soit la famille, que ce soit les études, les jeux avaient tendance à s'insérer ici et là dans une journée. Puis, ce qu'on remarque aussi avec ces recherches-là, c'est que les pratiques de jeu se font généralement, là, évidemment, on parle de généralité ici, là, ça se fait généralement à des intervalles un peu irréguliers. Donc, c'est des sessions de jeu ici et là qui n'ont pas nécessairement lieu à tous les mêmes moments de la journée. Puis, ça peut être en raison des occupations des joueurs, mais ça peut être aussi le jeu qui fait en sorte que cet intervalle de jeu-là, il est un peu irrégulier. Puis ça, j'ai quelques résultats à vous partager, notamment à ce niveau-là. Malgré les quelques études que je viens de vous présenter par rapport aux jeux free-to-play, dans mon projet de mémoire, j'ai trouvé qu'il y avait certaines lacunes dans la recherche au niveau des jeux free-to-play, notamment en ce qui a trait à la vie quotidienne des joueurs, puis comment les pratiques de jeux free-to-play viennent un peu s'inscrire dans ce contexte de vie quotidienne. Donc, l'idée était de répondre à une question de recherche, puis l'idée, c'était de mieux comprendre justement comment les pratiques de jeux mobiles free-to-play s'insèrent dans la vie quotidienne des joueurs. Donc, ce qui est important de noter ici, puis c'est un aspect très important que Magali a mentionné tout à l'heure, l'idée ici, c'est qu'on s'est intéressé aux pratiques de jeu de façon générale dans la vie quotidienne des joueurs et non des pratiques de jeu qu'on pourrait considérer comme pathologiques ou qu'on pourrait voir qui génèrent certains méfaits pour les joueurs. Donc ici, il faut comprendre qu'il y a un accès à la fois sur les pratiques de jeu, mais aussi sur la vie quotidienne, cet aspect de routine, de normalité et du quotidien des gens. Plus précisément, l'idée était aussi d'explorer certains facteurs environnementaux, si on peut dire comme ça, qui étaient notamment s'intéresser aux caractéristiques de jeu.
notamment s'intéresser aux appareils sur lesquels ces jeux-là sont joués, donc les technologies mobiles qui viennent supporter ces pratiques de jeux-là. Puis l'idée était aussi d'explorer un peu l'aspect du temps. Parce que quand on parle de vie quotidienne, on parle d'obligations, mais évidemment, on parle de temps disponible à jouer ou du temps qui est réservé à d'autres obligations. Donc, ces trois aspects-là, les jeux, les technologies mobiles et le temps, l'idée, c'était de mieux comprendre, au fond, comment ces aspects-là donnaient certaines formes particulières aux pratiques de jeu sur une base vraiment quotidienne dans la vie des joueurs. Donc, pour bien ancrer ce projet-là dans une perspective sociologique, je vous rappelle, c'est un mémoire de sociologie que moi j'ai réalisé, ben, le projet que je vous présente aujourd'hui s'inspire de la théorie des pratiques sociales qui définit les pratiques vraiment comme un comportement qui est routinisé, là, entre guillemets. Là. Puis ces pratiques-là sont composées de plusieurs éléments qui s'interconnectent les uns aux autres. Donc, je mets ici notamment les aspects, tout ce qui est l'aspect matériel et temporel. Donc, ce qu'on entend vraiment par routiniser, là, c'est un comportement qui est vraiment répété au quotidien et qui fait partie d'une routine qui est généralement stable et qui est donc très normale dans la vie quotidienne des joueurs. J'utilise également certains concepts clés de cette théorie-là pour mieux saisir vraiment comment les aspects matériels et temporels forment ou donnent forme aux pratiques de jeu. Donc ici, ces notions-là sont particulièrement importantes pour mieux comprendre justement comment les pratiques se situent dans un contexte ou dans des cadres temporels et technologiques particuliers au contexte des jeux free-to-play. Donc, quand on parle de conditions matérielles ou de configuration matérielle, moi, je m'attarde aux caractéristiques de jeux free-to-play et aux appareils mobiles. Et quand on parle de configuration temporelle, bien évidemment, on parle de les moments de la journée pendant lesquels on va jouer, par exemple, ou comment les pratiques de jeu viennent se positionner dans une journée en fonction des autres obligations que les joueurs peuvent avoir dans leur vie quotidienne. Au point de vue méthodologique, je partage ici un peu toute la procédure d'échantillonnage, les participants et l'analyse que moi j'ai faite dans ce projet-là. D'abord et avant tout, c'est un projet qui s'inscrit dans un paradigme constructiviste. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, ce terme jargon-là? Ben, ça veut dire que notre compréhension du phénomène est vraiment collé ou centré, si vous voulez, sur le sens que les joueurs attribuent à leur expérience. Donc, on part de leur propre compréhension et leurs propres expériences pour mieux comprendre un phénomène, qui est dans ce cas-ci les pratiques de jeu mobile free-to-play. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été au fond à la rencontre de ces joueurs-là. Donc, j'ai mené des entrevues qualitatives avec les joueurs. C'est des entrevues qui étaient semi-structurées, puis qui ont duré en moyenne 89 minutes. Comme Magali l'a mentionné tout à l'heure, c'était des entrevues qui s'inscrivaient également dans un autre projet qui était plus grand, qui s'intéressait aux pratiques de jeux free-to-play encore plus au sens large. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mené mes propres entrevues au sein de ce projet-là, puis j'ai posé mes propres questions pour mieux répondre justement à mes objectifs puis à mes questions de mémoire. Les critères que j'avais pour sélectionner les joueurs que j'ai rencontrés, c'était tout simplement d'avoir 18 ans et plus. Les joueurs devaient jouer quotidiennement aux jeux free-to-play et ils devaient jouer spécifiquement sur des appareils mobiles. Donc, les joueurs jouaient à une variété assez grande de types de jeux, que ce soit des jeux d'action, de course, d'aventure ou de puzzle, notamment, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. On a vraiment un grand spectre de types de jeux ici dans mon échantillon. Pour ce qui est des participants, au total, j'avais 15 participants et participantes, parce qu'il y a en fait 11 femmes et 4 hommes dans mon échantillon. Pour ce qui est de l'âge, ils avaient tous et toutes entre 22 et 56 ans, en moyenne 36 ans, et 10 de ces personnes-là étaient francophones, alors que 5 personnes étaient anglophones. Pour ce qui est des analyses, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu les transcriptions et lu les entrevues avec une approche d'analyse thématique de contenu. Ça nous permet, au fond, d'identifier les différents thèmes et dimensions qui émergent de l'expérience puis du discours des joueurs. Puis on en dégage ici des grandes dimensions. Et c'est un peu ces grandes dimensions-là que je viens vous présenter aujourd'hui en termes de résultats. Donc, l'analyse de thématiques de contenu dont je viens juste de vous parler, ça nous a permis d'identifier plusieurs dimensions ou des catégories, si vous voulez, qui sont présentées justement ici dans les 3 encadrés. Donc, j'aimerais juste préciser avant de me lancer dans les résultats que
Dans le but de vous présenter tous ces résultats-là de façon la plus claire et la mieux possible, toutes les 6 sous-dimensions que vous voyez ici vont être présentées de façon distincte ou séparée. Mais je veux mentionner tout de suite d'emblée que ce que les résultats de ce projet-là permettent de mettre en évidence, c'est comment ces dimensions-là sont liées sur différents plans. Donc, je vais quand même présenter d'abord et avant tout les résultats en fonction des grandes catégories qu'on voit ici. Puis plus tard, je vais discuter un peu de la façon dont ces dimensions-là et ces sous-dimensions-là peuvent s'aligner ou s'associer, si vous voulez, là, pour donner des formes particulières aux pratiques de jeu. Évidemment, de prime abord, peut-être que certains de ces thèmes-là vous semblent très nébuleux ou très obscurs, donc je vais évidemment prendre soin de bien définir tous les concepts et les notions que je vais vous présenter au fur et à mesure de la présentation. Donc, commençons avec les caractéristiques de jeux free-to-play et spécifiquement le stickiness et le slickness des jeux. D'abord et avant tout, définissons qu'est-ce que ça veut dire, ça, le stickiness dans les jeux free-to-play. Ça réfère en fait aux caractéristiques de jeu qui incitent un joueur à vraiment passer le plus de temps possible dans un jeu. Donc, ça s'illustre avec une panoplie de caractéristiques de jeu, ce stickiness-là, mais je vous en présente une ici qui est vraiment ressortie dans les résultats. Et puis, c'est une dimension, en fait, qui se résume par le fait de payer pour pouvoir jouer plus longtemps, tout simplement. Donc, ce que Gaël nous mentionne ici, c'est que, par exemple, on est en train d'écouter la télévision, puis on est en train de jouer à Candy Crush en même temps. Et puis là, soudainement, ben, je regarde la télévision, mon émission n'est pas finie, je ne suis pas vraiment prêt à arrêter de jouer. Puis, je n'ai plus de vie dans le jeu de Candy Crush, donc je ne peux plus jouer, tout simplement. Donc, ça se peut qu'à ce moment-là, on va le dépenser, le 3 pour pouvoir continuer à jouer, rester dans sa lancée, puis pouvoir continuer, au fond, à jouer et écouter la télévision en même temps. Donc, on voit ici comment le fait de payer, ça permet aux joueurs de continuer à jouer lorsque le contexte le permet, puis notamment lorsque les gens relaxent, par exemple, en jouant tout en écoutant la télévision. Donc, ici, c'est une des exemples de ce qu'on entend par stickness, puis le fait de favoriser un engagement, puis passer le plus de temps possible dans les jeux. Par contre, il y a ici quelque chose qui est sorti dans les résultats, puis c'est un peu une notion ou une dimension qui se trouve à l'inverse du stickiness, si vous voulez. Et c'est un peu ce que j'ai, moi, appelé la dimension du slickness. Puis, ce que ça illustre, notamment cette idée de slickness-là, c'est que ça réfère aux caractéristiques de jeu qui permettent aux joueurs de passer à autre chose, tout simplement. Donc, le slickness ici favorise en fait l'intégration des pratiques de jeu dans la vie quotidienne des joueurs sans causer de friction, disons, indésirable avec les autres obligations et les autres activités que les joueurs peuvent avoir dans leur vie courante. Et le slickness, ça s'illustre notamment par ce qu'on a appelé ici des moments d'attente forcés. Puis ces moments d'attente forcés-là sont en fait juste des temps d'attente obligatoires dans les jeux pendant lesquels les joueurs ne peuvent pas vraiment jouer ou accomplir d'autres actions, en fait. Puis c'est ce que Béatrice nous mentionne exactement, c'est que le jeu qu'elle joue en ce moment, mais ça ne la distrait pas trop. Elle est capable de passer à autre chose. Puis après 5 vies, ben, il faut que tu attendes. Donc, elle, ce que Béatrice nous mentionne, c'est qu'un coup, on a fait nos 5 vies, ça dure quelques minutes, ben, on passe à autre chose. Je reviendrai ce soir ou demain matin, puis je recommencerai là, tout simplement. Donc, qu'est-ce que je trouve intéressant ici, c'est qu'on a une situation similaire à celle de Gaël plus tôt. Parce qu'après tant de vies, ben, on ne peut plus jouer, tout simplement. Mais pour certains joueurs, selon le contexte, évidemment, il y en a qui vont décider de payer. Par contre, pour d'autres joueurs, ça permet de jouer un petit peu tout en étant capable de passer à autre chose ensuite, tout simplement, et surtout précisément parce qu'il n'y a plus de vie dans le jeu. Donc, ça montre aussi comment les joueurs qui se trouvent dans une situation similaire ne vont pas payer systématiquement. Certains vont certainement le faire, ça c'est sûr, mais dans la vie quotidienne des joueurs que moi j'ai rencontrés dans les entrevues, ben, les joueurs vont tout simplement attendre et passer à autre chose. Comme le disait par contre Béatrice dans l'extrait précédent, ben, s'il n'y a plus de vie, on va passer à autre chose et on va revenir après. Je vous répète ça, on va revenir après. Donc, on peut quand même voir et supposer que ça fonctionne, cette stratégie-là, que le jeu repousse le joueur avec le slickness pour mieux le ramener plus tard quand les vies vont être rechargées dans le jeu.
Puis parlons justement du fait de revenir jouer, parce que dans les résultats, la plupart des joueurs que moi j'ai rencontrés nous ont parlé de ce que je vous montre ici, les bonus de connexion quotidienne, qui sont en fait des récompenses qu'on peut obtenir, du moins que les joueurs peuvent obtenir en revenant quotidiennement dans le jeu, que ce soit le fait de jouer ou même juste ouvrir l'application. Parfois, on a quand même la récompense dans les deux cas. Puis, ce qui est récompensé ici, c'est cette action de revenir chaque jour de façon répétée sur plusieurs jours. Donc, qu'est-ce que Marcia nous mentionne ici? C'est qu'elle peut obtenir des récompenses particulières en allant jouer pendant quelques minutes chaque jour, le tout dans le but de vraiment de maintenir toutes les récompenses auxquelles on peut avoir accès en faisant ça, en revenant chaque jour dans le jeu de façon répétée. Donc, on peut voir aussi comment les bonus de connexion quotidienne, ça illustre très bien ce concept de stickiness des jeux, hein. Je vous rappelle, c'est favoriser l'engagement des joueurs le plus possible. Donc, si on offre une récompense pour ceux qui reviennent chaque jour, tout ça marche quand même très bien. Donc, on peut voir que les joueurs qui veulent être compensés, ben, ils vont retourner jouer tout simplement. Donc, l'idée ici, c'est pas d'établir ou de définir toutes sortes de récompenses parce qu'elles sont assez variées, mais ce que je veux vous mettre en lumière, c'est cette action-là de revenir jouer continuellement et d'être récompensé pour ce comportement-là. Si je reviens à l'inverse, je retourne au slickness, puis je trouve ici que c'est l'un des points qui illustre parfaitement cette notion de slickness et c'est cette idée de pouvoir faire des parties courtes, ce que j'appelle, ou des sessions de jeu qui durent vraiment quelques minutes ou même quelques secondes dans certains cas. Et ce que Delphine nous mentionne ici, c'est que quand elle a moins de temps dans sa journée, elle va être portée plus à jouer à un jeu plutôt que l'autre. Dans ce cas ici, c'est elle va jouer à Candy Crush plutôt que Plants vs. Zombies. Parce que ben, dans Plants vs. Zombies, ça dure environ 3 minutes, puis c'est trop long au fond, c'est ce qu'on comprend ici. Alors qu'une partie de Candy Crush, des fois, c'est 1 minute et demie, 20 mouvements, c'est pas long, 1 minute, c'est fait, et on passe à autre chose ensuite. Donc, cet aspect-là peut peut-être vous surprendre, mais il y a beaucoup de joueurs qui, dans les entrevues, m'ont vraiment mentionné le fait de jouer de façon rapide. Puis c'est pratiquement, au fond, faire un in and out dans le jeu entre deux courriels pendant que tu travailles ou in and out entre deux tâches qu'on est en train de réaliser à la maison. Donc, cet aspect-là, il est vraiment important pour illustrer le sickness. Par contre, je ne veux pas vous donner l'impression que les joueurs jouent au jeu free-to-play seulement pendant quelques minutes. Les jeux sont en fait très flexibles sur ce plan-là. Puis les joueurs ont, du moins les joueurs que moi j'ai rencontrés, ont la plupart du temps la possibilité de jouer pendant quelques minutes ou pendant plusieurs heures s'ils le souhaitent. Donc ici, pour les fins de la présentation, je vous présente cet aspect-là de jouer rapidement, mais sachez et gardez en tête qu'on peut aussi jouer pendant plusieurs heures et ça, c'est le jeu qui nous le permet d'une façon ou de l'autre. Donc, ce qui ressort des résultats, c'est une balance, au fond, entre les deux caractéristiques, entre le stickiness puis le slickness. Puis, c'est un peu pour cette raison que j'ai présenté les résultats, disons, de façon pour montrer, au fond, l'aller-retour entre les caractéristiques de jeu qui favorisent l'engagement répété et répétitif des joueurs, puis les caractéristiques qui, dans un sens, repoussent ces joueurs-là, donc qui sont capables de passer à autre chose. Donc, c'est notamment en atteignant une espèce de balance entre le stickness et le slickness que les joueurs peuvent un peu intégrer harmonieusement les jeux free-to-play dans leur vie quotidienne. Par contre, s'il y a trop de stickiness dans les jeux, ben, on peut se dire ben, c'est peut-être trop engageant. Ça peut générer des conflits potentiels sur l'horaire ou ça peut même causer des méfaits potentiels, jouer dans des moments où est-ce qu'on n'est pas censé le faire, par exemple. Alors qu'à l'inverse, s'il y a trop de slickness dans les jeux, ben, ça se peut que l'expérience de jeu ne soit pas très engageante, ça se peut qu'elle ne soit pas très agréable. Donc, les joueurs peuvent ultimement oublier le jeu, puis c'est pas vraiment plaisant comme expérience de jeu, puis c'est surtout pas très profitable pour les compagnies de jeux. Donc, il y a une balance entre les jeux qui est assez critique à atteindre. Donc, j'espère que vous êtes toujours avec moi parce que j'aimerais maintenant passer à la seconde catégorie de résultats qui touche à tout ce qui est les appareils mobiles. Donc, évidemment, ces appareils-là sont importants parce que c'est le support de jeu. Donc, évidemment, on ne doit pas l'oublier dans nos résultats. Puis, il y a un des aspects centraux qui est lié aux technologies mobiles que moi j'ai remarqué dans les entrevues, du moins, puis c'est l'aspect de connectivité.
Donc, la connectivité à l'Internet qui se fait notamment par l'entremise des forfaits de données cellulaires. Ça peut paraître banal ici, mais il y a beaucoup de joueurs qui m'ont mentionné cet aspect-là. Parce que selon les joueurs que moi j'ai rencontrés, certains d'entre eux jouaient en fonction de l'accès qu'ils ou elles avaient à leurs données cellulaires. C'est ce que Delphine nous mentionne ici. C'est le fait que ben, c'est accessible partout, n'importe quand. Quand on joue dans l'arène de Plants vs. Zombies, comme on a mentionné tout à l'heure, ben, ça prend de la LTE ou la 5G aujourd'hui. Ça prend des gros forfaits. Alors, si on n'a pas d'Internet, on ne peut pas jouer. Si on a un accès à des données cellulaires, ben, on peut jouer n'importe quand. Donc, on peut voir aussi clairement que l'accessibilité, maintenant très répandue des forfaits de données cellulaires, ben, ça permet aux joueurs de jouer quand ils veulent, au fond. Puis les joueurs n'ont plus à être chez eux ou dans un espace précis où est-ce qu'on a une connexion à l'Internet pour le faire. Cette connexion-là par les données cellulaires ben, permet de jouer vraiment n'importe où et n'importe quand. Donc, cet aspect-là est très important. Puis ce dernier point-là que je viens de vous présenter, ça fait le pont, je trouve, vraiment parfaitement avec l'aspect portable des appareils, ce que j'appelle ici la portabilité. Essentiellement, ce que ça veut dire, c'est tout simplement de pouvoir trimballer son appareil avec soi-même un peu partout. Puis c'est notamment en raison de sa petite taille. On peut jouer n'importe où, on peut mettre ça dans nos poches, ça se transporte assez bien, tout ça, finalement. Puis je trouve qu'il y a un pont parfait entre la connectivité et la portabilité des appareils mobiles parce que ça permet aux joueurs de jouer vraiment n'importe où et n'importe quand ils le souhaitent. Et c'est un peu ce que Clément nous mentionne ici quand il nous dit que ben, c'est plus accessible au fond un appareil mobile, plus que sa Nintendo Switch qui ne traînera pas nécessairement n'importe où. Donc, c'est le fait d'avoir accès à du divertissement 24 heures sur 24 parce que j'ai toujours mon cellulaire sur moi. Ça, c'est ce que Clément nous mentionne ici dans les entrevues. Donc, un point important, je pense qu'il faut soulever ici, c'est que la comparaison avec les consoles mobiles qui sont en fait conçues spécifiquement pour permettre aux joueurs de jouer quand ils se déplacent, euh, et les appareils mobiles, ben, il y a quand même une distinction entre les deux. Il y a comme un aspect intéressant, je trouve, dans le fait que les appareils mobiles, au fond, sont plus portables que les consoles de jeux portables. Et je pense que ça illustre ici tout l'aspect de la polyvalence et de la versatilité des appareils mobiles parce qu'on peut travailler, étudier, communiquer, écouter des vidéos et surtout jouer, n'oublions pas, sur un seul appareil qu'on va trimballer avec soi partout, alors que la console de jeu mobile, qui pourrait très bien être jouée aussi en déplacement dans les transports en commun et tout, alors que cette console-là ne permet qu'une seule fonction. Donc, il y a un aspect ici très intéressant, je trouve, au fait de jouer avec son téléphone cellulaire. On passe maintenant à la dernière catégorie des résultats, soit les aspects liés au temps, qui, je dois vous avouer, est un peu ma portion préférée des résultats. Là. Je ne vous le cacherai pas que c'est un peu ma dimension préférée. Puis je vais commencer par les deux sous-dimensions là, qu'on a ici, encore une fois, puis je vais bien vous définir évidemment qu'est-ce qu'on va regarder ici. Donc, les temps interstitiels, c'est quoi ça, les temps interstitiels? C'est un concept très, très, très intéressant, je trouve. Ce sont en fait les courts moments d'attente ou les courts temps morts, si vous voulez, qui se situent entre les événements du quotidien et qui ne sont pas vraiment utilisés à d'autres fins. Vous en avez probablement plein d'exemples en tête. Là, on finit une tâche, on en commence une autre avec une réunion d'équipe, par exemple, dans 15 minutes. Qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Ah, petit temps interstitiel, ou est-ce qu'on ne peut pas vraiment faire d'autres choses? On peut peut-être travailler ou on peut peut-être en profiter pour aller jouer puis avoir son bonus de connexion quotidienne, par exemple. Petite, petit point comme ça. Par contre, pour Oscar, ce qu'il nous dit, c'est que les jeux free-to-play, ça comble vraiment parfaitement ces petits trous de temps-là. Ce qu'il nous dit, Oscar, c'est que ça bouche les mini-trous de sa journée. Ça lui permet de se divertir alors qu'on a une vie professionnelle très exigeante. Ça nous permet de faire le vide, changer d'état d'esprit très ponctuellement. Puis c'est ce qui plaît la plupart des joueurs dès le départ, comme nous le mentionne Oscar ici. C'est le fait de pouvoir jouer un petit peu, mais pas trop. Donc, on joue quelques minutes, quelques secondes, puis on passe à autre chose ensuite. Donc, on peut voir dans cet extrait-là comment les courts temps morts, ça peut se former aussi autour des différentes activités personnelles, familiales ou professionnelles des joueurs. Puis, ce que je trouve intéressant ici dans cette dimension-là, c'est que la totalité des joueurs que moi j'ai rencontrés m'ont mentionné qui jouaient lors de ces moments-là. Puis c'est surtout dans ces moments-là que les jeux ont tendance à s'insérer le plus, encore une fois, pour la totalité des joueurs que moi j'ai rencontrés dans cette étude-là. Si on poursuit ici avec la notion de
de position dans le temps. Ça réfère en fait à la façon dont les pratiques de jeu viennent se positionner dans une journée par rapport aux autres pratiques de la vie courante des joueurs. Dans l'exemple qu'on voit ici, la personne mentionne comment elle peut jouer, par exemple, avant de se lever. Elle peut jouer pendant qu'elle travaille ou pendant son télétravail. Et aussi, elle peut jouer après ses obligations et responsabilités. Donc, on a des pratiques de jeu avant, pendant et après. C'est un peu les trois positions dans le temps que je vais vous présenter ici. Donc, on voit que la personne joue aussi le matin, le midi et le soir. Donc, on voit que c'est vraiment dans euh, tous les différents moments de la journée que cette personne-là joue. Par contre, on voit aussi que c'est dans les petits temps interstitiels de son quotidien que cette participante-là va jouer. Donc, ce qui est important de saisir ici, je trouve, c'est que les pratiques de jeu viennent s'insérer à travers une panoplie d'occupations quotidiennes. Donc, dans ce sens-là, on peut voir que l'intégration des pratiques de jeu, ça ne se fait pas en dépit, mais en fonction des obligations du quotidien, notamment par la possibilité de jouer pendant quelques minutes seulement, comme on a vu plus tôt avec cette idée là, de temps interstitiel. Donc, ce que je trouve important ici aussi, c'est qu'on peut dire que simplement, les joueurs, ils jouent le matin, ils peuvent jouer le midi, mais ils jouent le soir. Mais je trouve personnellement que ça ne donne pas un portrait vraiment complet de tous les moments de la journée qui peuvent être propices aux pratiques de jeu. Je pense qu'il faut prendre en compte ici ce qui se passe avant, pendant et après pour vraiment avoir une meilleure idée, au fond, de ce qui permet aux joueurs, en termes de temps, de jouer dans les différents moments de leur journée. Donc, pour cette portion de la présentation, euh, j'aimerais d'abord revenir sur la balance entre le stickiness et le slickness que je vous ai mentionné plus tôt. Parce que le stickiness, c'est un concept qu'on a vu dans la littérature, puis c'était particulièrement pour comprendre cet engagement-là des joueurs, cet engagement répété, euh, et surtout pour les amener, au fond, à monétiser et dépenser de l'argent. Ça, c'est un concept qui est très bien documenté dans la littérature. Par contre, dans les résultats que moi que j'ai vus avec ce projet-là, c'est qu'il y avait besoin de trouver une dimension qui était un peu à l'inverse de ça. On avait besoin d'une autre notion pour mieux comprendre cette balance dynamique entre cet engagement, donc cette attraction, et le fait de repousser les joueurs, comme je vous mentionnais tout à l'heure. Donc, les fait de les pousser à juste passer à autre chose pour mieux revenir plus tard. Par contre, cette notion de slickness-là, moi, je ne l'ai pas trouvée dans la littérature sur les jeux free-to-play. Puis, je trouve que c'est un aspect vraiment intéressant pour mieux comprendre cette idée de pratique, puis cette idée de rapport dynamique entre le désir de jouer des joueurs puis la possibilité de le faire en fonction de ce que le jeu va effectivement nous permettre de faire en tant que joueur. Puis ça illustre le concept de slickness aussi, toute l'importance ou du moins toutes les caractéristiques qui permettent au jeu de s'harmoniser au quotidien des joueurs, puis à leur routine aussi. Il y a vraiment un rapport dynamique entre ces deux choses-là. Puis les concepteurs, autant dans la littérature, ben, ils nous disent que les jeux sont conçus vraiment explicitement dans cet objectif-là. Il y a un travail de réflexion dans la conception des jeux pour construire un jeu qui euh, va faire en sorte de le mieux s'insérer le mieux possible et le plus facilement possible dans la routine des joueurs. Le jeu est conçu non pas pour être en rupture puis chasser le joueur de ses obligations, mais de se greffer à ces obligations-là alors que le joueur va avoir quelques minutes seulement pour jouer. Donc, il y a une réflexion vraiment consciente de la part des compagnies qui conçoivent des jeux pour aller chercher les joueurs dans ces petits moments-là. Si on pense, je reviens à cette idée de bonus de connexion quotidienne, si on pense à cet aspect-là notamment, ben, on voit très bien, je trouve, le lien entre la routine quotidienne et les pratiques de jeu. Tout ça est quand même évident. Le jeu lui-même fait en sorte de créer cette habitude, de créer cette routine avec les joueurs, mais ce n'est pas pour en créer euh, une routine qui serait un peu en contradiction avec le quotidien des joueurs. Tout ça veut se faire et le but est de se faire de façon le plus harmonieuse possible. Parce que ça permet au fond de retenir les joueurs dans le jeu, ça les permet de les garder, de garder leur intérêt, puis ultimement de garder leurs dépenses dans les jeux. On ne se le cachera pas. Donc, sur la base les résultats que moi j'ai vus ici, je trouve que ces deux concepts illustrent vraiment cette relation dynamique entre les caractéristiques qui favorisent l'engagement des joueurs puis celles qui les permettent de simplement d'arrêter de jouer, là, au fond. Là. Ça favorise vraiment cette omniprésence harmonieuse des jeux dans la vie quotidienne des joueurs. Ensuite, comme je l'ai mentionné plus tôt, l'une des choses qui est vraiment importante à retenir, je trouve, c'est que
L'intégration des pratiques de jeu dans la vie quotidienne des joueurs, c'est le résultat vraiment entre ces grandes dimensions que je vous ai présentées. Donc, le temps, les technologies mobiles et les jeux free-to-play. Parce que qu'est-ce qu'on remarque avec l'expérience des joueurs? C'est vraiment l'importance du temps puis l'accessibilité permanente et constante des appareils mobiles qui vient illustrer, moi, ce que j'ai appelé cette idée de jeu perpétuel. Le jeu perpétuel, ça ne veut pas dire, ou du moins, ça n'implique pas que les joueurs vont jouer tout le temps. En fait, l'expérience des joueurs présente, ou du moins illustre vraiment le contraire. Les pratiques de jeu, ça peut être ponctué d'interruptions, ça peut être ponctué d'attentes forcées, ça peut se faire vraiment avec des parties courtes de quelques minutes, de quelques secondes, en deux obligations au travail. Par contre, qu'est-ce que ce concept-là illustre, selon moi, c'est que les joueurs ont en permanence la capacité ou la possibilité de jouer dans leur vie quotidienne. Puis ça met vraiment l'accent sur le rôle du temps et les appareils mobiles qui sont toujours allumés, toujours accessibles pour mieux comprendre vraiment comment les pratiques de jeu viennent se former au fond à l'intersection de ces dimensions-là. À ce stade-ci de la présentation, je pense qu'on peut mieux comprendre qu'est-ce qui caractérise un peu cette omniprésence des jeux free-to-play dans le quotidien des joueurs. Mais même si ça va au-delà de mes objectifs du projet, je pense qu'il y a quand même certaines préoccupations à avoir entourant les pratiques de jeux free-to-play. Donc, je me permets de vous partager certaines préoccupations que moi j'ai. Puis, ces préoccupations-là sont principalement liées, évidemment, sur les grandes dimensions des résultats. Donc, moi, ce que je veux vous partager aujourd'hui, c'est des préoccupations que je peux voir au niveau des jeux, des appareils mobiles et au niveau du temps. Par contre, tout à l'heure, j'aimerais quand même qu'on prenne le temps dans la période de discussion, qu'on discute de vos propres préoccupations que vous pouvez peut-être avoir avec les jeux free-to-play. Peut-être que vous en avez vu dans votre travail professionnel, dans vos cliniques et tout ça. Vous avez peut-être rencontré des profils de joueurs bien différents des miens. Donc, j'aimerais ça vous entendre par rapport à ça. Je vais vous présenter les miennes, puis ensuite, j'aimerais ça entendre les vôtres. Puis j'aimerais ça qu'on ait un bon dialogue autour de ces enjeux. Donc, de mon côté, oups, excusez-moi. Ouh, petite, non, petit bug de PowerPoint, pardon. Une des préoccupations que moi j'ai, c'est, comme je vous mentionnais, c'est tout autour de la question des jeux. Vous l'aurez compris, c'est des jeux qui sont vraiment conçus pour favoriser un engagement des joueurs. La conception des jeux, ce n'est pas un exercice du hasard. C'est un exercice qui est fait consciemment. C'est un exercice très rationnel et rationalisé, je vais dire ça comme ça. Donc, tout ça est calculé et ça se fait dans le but de générer le plus de revenus et le plus de profit possible, évidemment, pour les compagnies qui conçoivent les jeux. Donc, je pense ici qu'il y a certaines préoccupations à avoir entourant de la conception des jeux qui sont faites pour s'intégrer toujours plus dans la vie des joueurs. Tu sais, je pense qu'il y a des préoccupations à avoir entourant les stratégies que les compagnies vont utiliser pour concevoir des jeux qui sont toujours ajustés et personnalisés pour les joueurs. Donc, je me demande, est-ce qu'il n'y a pas des préoccupations notamment à avoir à ce niveau-là? Parce qu'on sait que les compagnies qui adaptent ces jeux, ça se fait notamment sur la base des données qu'ils recueillent des comportements de jeu des joueurs, par exemple. Donc, les compagnies vont utiliser les données des joueurs, les données comportementales des joueurs pour adapter le jeu. Donc, ici, on se demande, est-ce que c'est la responsabilité des joueurs seulement de contrôler leurs pratiques de jeu, question que ça ne déborde pas trop dans leur vie, ou est-ce que les compagnies qui conçoivent des jeux n'ont pas une responsabilité, elles aussi, de concevoir des jeux qui ne sont pas trop envahissants, si vous voulez, dans le quotidien des joueurs. Donc, moi, je pense qu'il y a certains questionnements à avoir, notamment à ce niveau-là. Je trouve également qu'il y a certaines préoccupations entourant toute la place des appareils mobiles dans nos vies. Parce qu'évidemment, l'omniprésence des jeux est un peu soutenue par l'omniprésence des appareils mobiles dans notre quotidien. Je ne veux pas tomber dans les généralités. Par contre, les appareils mobiles sont un peu devenus des extensions de nous-mêmes. Ils nous permettent d'étudier, de travailler, de communiquer, tout ça lorsqu'on est en déplacement et tout. Ça nous permet d'accomplir une panoplie de tâches dans notre quotidien, mais ça nous permet aussi de jouer. Puis tout ça est vraiment rendu facilement accessible dès qu'on utilise un appareil mobile pour faire autre chose, dans le fond. Donc, je pense qu'il y a possiblement des préoccupations à avoir concernant la place qu'on attribue à ces appareils mobiles-là dans notre quotidien. Puis, je pense qu'il y a certaines préoccupations, notamment à avoir entourant, comme je vous ai mentionné, les données qui sont récoltées
dans les jeux. Ça se fait à travers les appareils mobiles, hein. Les appareils mobiles, comme on a vu, sont connectés à l'Internet. Ça permet d'acheminer des données qui sont générées par les joueurs aux compagnies qui conçoivent les jeux. Et tout ça se fait très rapidement. C'est un processus continu. Par contre, il n'y a pas vraiment de règles ou de réglementation, si vous voulez, qui encadrent ou qui mettre certaines balises entourant l'utilisation des données des joueurs. Et je pense qu'il y a certainement des questions et des réflexions collectivement à avoir entourant, c'est ça, l'utilisation des données, puis toutes ces questions qui tournent autour de ces enjeux-là. Même si les joueurs peuvent s'en douter là, que les compagnies utilisent les données, ben, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de transparence personnellement à ce niveau-là. Et finalement, je ne passerai pas sous silence les préoccupations entourant le temps parce que ce que j'ai pu voir avec les résultats, c'est comment certaines personnes, ou du moins pour certaines personnes que j'ai rencontrées, c'était devenu un petit peu difficile de tout simplement rien faire quand on attend ou quand on est dans un transport en commun, par exemple. Ici, je veux quand même faire attention de ne pas trop généraliser, encore une fois, mais je pense qu'on peut voir au-delà des résultats de mon projet que ben, chaque petit moment d'attente de nos vies ou chaque petit temps mort, c'est devenu un peu un moment propice à utiliser son appareil mobile ou, dans ce cas-ci, c'est un moment propice à jouer. Et qui dit jouer pour certains joueurs, ben, c'est possiblement, pardon, propice à consommer des biens virtuels et des microtransactions dans ces jeux-là. Donc, je pense, je vais dire philosophiquement, là, je pense qu'il y a certaines réflexions collectives à avoir sur toute l'espèce d'accélération ou la contraction du temps qui s'illustre ici par le fait de pouvoir jouer même lorsqu'on a juste quelques minutes ou quelques secondes d'attente dans notre quotidien. Tu sais, je me demande, on pourrait peut-être juste prendre un temps libre dans ces moments-là pour respirer, faire le vide, réfléchir à notre quotidien, réfléchir à nos vies de façon générale. Tu sais. Mais on voit ici que les jeux free-to-play, ben, ça a un peu colonisé ces petits moments d'attente-là de notre quotidien. Donc, je pense encore une fois qu'on doit avoir certaines réflexions sur le temps qu'on attribue à la fois aux jeux, mais aussi à la fois aux appareils mobiles. Alors, pour conclure, je vous laisse là-dessus. Je pense que l'étude de tout le phénomène des jeux free-to-play, à partir d'une perspective sociologique, comme moi je l'ai fait, ben, ça soulève quand même des questions importantes, je trouve, et ça apporte des nouvelles compréhensions aux pratiques de jeu. Comme l'a mentionné Magali au début de la présentation, je trouve que ça permet de saisir d'autres dimensions qui sont très importantes, comme on a pu le voir avec le vécu des joueurs, et des dimensions comme les aspects matériels et temporels. Puis ça permet un peu de dépasser notre compréhension du phénomène, dépasser le cadre des comportements individuels. Ça permet de prendre en compte aussi tous les aspects du contexte qui entrent en ligne de compte quand on veut comprendre les pratiques de jeux mobiles free-to-play. Au final, je pense que les résultats présentent aussi bien toute l'importance du temps puis la nécessité de mieux comprendre son rôle lorsque vient le temps d'étudier les jeux, mais aussi la dépendance aux jeux. Donc, je pense qu'il faut comprendre, il faut prendre aussi en considération, au fond, le temps, peut-être de façon plus importante aussi que l'argent dépensé dans les jeux. On s'entend, c'est une partie, c'est vraiment une fraction des joueurs qui dépensent de l'argent dans les jeux free-to-play, mais c'est tous les joueurs qui sont interpellés par le temps que le jeu vient prendre dans notre vie. Donc, ça l'englobe potentiellement une plus grande diversité de pratiques de jeu, je trouve, que juste les joueurs qui viennent dépenser dans ces jeux-là. Sans enlever toute l'importance aux dépenses monétaires, bien évidemment. Alors, voilà. Je vous laisse là-dessus avec mes références. Si jamais vous voulez les consulter, je sais que le PowerPoint sera rendu accessible à vous plus tard sur le site de l'IUD, si je ne me trompe pas. Puis, si jamais vous avez des questions, je vous remercie beaucoup pour votre temps. Je vous laisse mon adresse courriel et merci beaucoup pour votre temps et attention. Merci beaucoup, Jean-Philippe, pour cette belle présentation extrêmement claire et très stimulante également. Je pense que oui, tu vois les petites mains qui t'applaudissent. Jean-Philippe, comme tu le disais, le PowerPoint va être disponible sur le site de l'IUD, sur les conférences midi. Il va également y avoir, comme pour tous les webinaires Midi Hermès, un résumé à emporter qui sera présent dans les prochaines semaines. Et pour ceux qui ont peut-être et qui nous écoutent en différé ou qui ont parfois envie d'avoir une version courte, on fait également un petit podcast. Donc, il y a déjà des podcasts sur notre site d'anciennes conférences qu'il y a eu. Donc, je vous invite
à aller visiter le site web de l'Institut universitaire sous l'onglet Midi Hermès. Nous allons donc prendre les questions. Valérie, est-ce que tu veux nous parler des questions que tu as peut-être déjà vues? Oui, il y a une première question, Jean-Philippe, il y a Sabrina qui demande, est-ce qu'il y a des réglementations ou des actions qui ont été prises ailleurs dans le monde pour l'encadrement, la réglementation des plateformes de jeux, qui peuvent nous donner des pistes pour décoloniser, si on prend l'idée là, de la colonisation là, que tu utilisais dans ta présentation? C'est une excellente question, Sabrina. Merci beaucoup. J'aimerais peut-être commencer en disant qu'il y a eu certaines actions qui ont été prises concernant l'encadrement des jeux free-to-play, spécifiquement toute la question des loot box. Je sais qu'il y a certains pays européens et même scandinaves, en fait, qui ont réussi à légiférer contre l'utilisation et l'implantation des loot box dans les jeux free-to-play et dans les jeux vidéo au sens large aussi, notamment par leur lien un peu soit avoué ou démontré avec les jeux de hasard et d'argent. Je pense que certains pays ont réussi à réglementer cette question des loot box en faisant justement le pont avec le jeu de hasard et d'argent qui, ailleurs dans le monde, sont un bien de consommation ou une activité de loisir qui est généralement assez encadré, parfois non, parfois oui. Donc, je pense que les encadrements et la réglementation, c'est fait surtout à ce niveau-là. Par contre, s'il y a des nouvelles réglementations qui ont été faites dernièrement, je ne me suis personnellement pas mis à jour, donc peut-être petite note à moi-même de le faire. Et pour ce qui est de la question de la décolonisation, je trouve ça vraiment très intéressant comme idée parce que, à ma connaissance du moins, il n'y a pas vraiment eu d'efforts de réglementation ou des efforts législatifs, si vous voulez, pour encadrer, c'est ça, cette utilisation des jeux free-to-play dans le quotidien des joueurs. Puis je fais encore une fois le pont avec les données comportementales qui sont recueillies par les compagnies de jeux. À ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de balises qui sont faites autour de ces questions-là. Et ultimement, je pense que ça permet aux compagnies de jeux de créer des jeux qui sont peut-être un peu plus colonisant, justement, dans notre quotidien. Je n'ai pas parlé dans ma présentation, mais les compagnies, généralement, utilisent des indicateurs de performance clés ou des KPIs, pour ceux qui sont familières. Puis, ces indicateurs-là sont soutenus par les données que les compagnies récoltent et l'idée de rendre l'expérience de jeu la plus attrayante, la plus agréable, la plus attrayante possible pour les joueurs, pour les amener à dépenser. Donc, là où est-ce que je peux voir un certain pont avec la colonisation de notre quotidien, c'est justement de personnaliser l'expérience, de la rendre attrayante, puis de ramener les joueurs le plus possible. Je pense que je répondrai à la question de cette façon-là. J'espère que ça répond un peu à votre question, Sabrina. Moi, Merci, Jean-Philippe. j'ai une question Vas-y, aussi pour Valérie. toi, Jean-Philippe. Je trouve ça intéressant de voir que la personne peut choisir, dans le fond, le jeu en fonction du stickness ou du slickness qu'elle expérimente. Puis, je me demandais si c'était sorti, ça, dans les entretiens avec les gens. Donc, de dire, par exemple, ben, avant, je jouais à tel jeu, mais je trouvais ça vraiment trop engageant, trop de friction dans le quotidien. Puis, c'est un jeu que j'ai mis de côté pour me plus jouer à tel jeu. Est-ce ils ont fait ce choix-là, dans le fond, puis que peut-être que les concepteurs de jeux, pour faire un parallèle avec ta réponse précédente, ils vont se dire, ben, coudonc, tu sais, c'est pas des caractéristiques qui plaisent aux gens, on va essayer de le faire moins parce que les gens, ils décrochent du jeu pour cette raison-là. C'est une excellente question, puis je trouve que ça l'englobe beaucoup d'aspects, en fait. Fait que je vais essayer de décortiquer un peu au mieux de mes connaissances. Je vais commencer d'abord par cette question du choix de jeu. Dans les entrevues, si ma mémoire est bonne, il y a effectivement quelques joueurs qui nous ont dit ce jeu-là est trop engageant, donc je vais choisir un autre jeu en alternative. Puis je prends un exemple que j'ai présenté tout à l'heure, en fait, quand une personne disait à jouer à Candy Crush puis à jouer à Plants vs. Zombies. Quand elle avait juste un petit peu de temps pour jouer, elle choisissait un jeu plutôt que l'autre. Donc, je vois que le choix s'est fait notamment à ce niveau-là. Euh, donc, on choisit un jeu, par exemple, qu'on peut jouer plus rapidement quand la journée nous permet simplement de devoir jouer plus rapidement, au fond. C'est un peu comme ça que je le vois. Si on a plus de temps libre, ben, la personne va aller jouer à Plants vs. Zombies plus tard, quand elle aura effectivement l'opportunité de le faire.
peut-être d'un point de vue plus large, je pense que ça, on s'éloigne peut-être un peu des entrevues puis de mes résultats, mais j'ai continué à faire des entrevues avec notamment le projet eGames, avec des joueurs de jeux free-to-play. Puis il y a beaucoup de joueurs qui nous ont mentionné que certains types de jeux englobent notamment ou incorporent plutôt des facettes de communauté de jeu, puis des clans, puis des guildes et tout ça. Et ça l'interpelle un certain type de joueur qui veut vraiment s'engager puis donner beaucoup de son temps puis de son énergie au jeu. Par contre, selon les circonstances puis le quotidien des joueurs, il y en a qui nous ont dit dans les entrevues, soudainement, ben j'ai plus le temps pour ça. C'est trop engageant. Ça me demande trop de temps, trop d'obligations, donc je vais délaisser le jeu tout simplement. Puis quand on parle d'engagement puis d'obligation dans le jeu, les joueurs nous disent dans ces termes-là, là, genre je dois être à telle heure dans le jeu la fin de semaine parce que il y a un événement spécial limité la fin de semaine, puis toute l'équipe doit être là absolument. Puis c'est des jeux en ligne, donc c'est déterritorialisé. C'est des joueurs de partout dans le monde, donc des fuseaux horaires complètement différents. Puis c'est arrivé qu'il y a des joueurs qui devaient jouer un samedi matin à 6 heures le matin, et puis ça se trouve être le soir ou la journée pour d'autres joueurs. Donc là, ça devient vraiment trop engageant pour certains joueurs. Donc, on a entendu parler justement de joueurs qui délaissaient ces jeux pour cette raison-là. Donc, c'est peut-être un exemple justement de jeux qui sont peut-être un peu trop sticky, entre guillemets, si je fais le pont aussi avec les mêmes notions que je vous ai présentées. Ça demande trop d'engagement, ça interpelle certains joueurs, ça plaît à certains joueurs, d'autres un peu moins. Jean-Philippe, merci. Et moi, j'ai une question. Est-ce que, à vrai dire, j'en ai quelques-unes. Quand toi, tu as travaillé, c'était des jeux quand même de courte durée. En fait, qu'on n'avait pas de gens qui jouaient à Fortnite, on n'avait pas de, tu sais, de jeux, peut-être jeux vidéo un peu plus traditionnels. Là. C'est bien. Il y en avait quelques-uns. Par contre, je pense qu'ici, il y a un effet d'échantillonnage et de critères de sélection avec les appareils mobiles. Les jeux comme Fortnite peuvent se jouer sur appareil mobile. Il y a une version mobile de ces jeux-là. Mais encore une fois, je ne pense pas que ça interpelle tous les mêmes joueurs nécessairement. Puis ça se joue évidemment de façon, je ne vais pas dire drastiquement différente, mais certainement différente. Fortnite, on peut jouer sur un ordinateur, on peut jouer sur une console de jeu avec une manette dans un salon ou dans une pièce qui est dédiée au jeu, par exemple. Alors que quand on joue sur appareil mobile, on peut jouer dans le salon, mais on peut jouer surtout quand on se déplace et tout ça. Donc, je dirais qu'il y a peut-être un effet ici de sélection avec l'appareil mobile qui donne un portrait peut-être un peu différent que des joueurs qui joueraient à des jeux free-to-play sur console. Donc là, ici, peut-être que ça se rapproche effectivement plus de jeux vidéo traditionnels. C'est des jeux qui se trouvent à être gratuits, donc on tombe dans la définition des jeux free-to-play. Par contre, je trouve qu'on est différent, que c'est des jeux différents du moins que des jeux free-to-play mobiles spécifiquement. Donc, j'ai moins de joueurs, disons, peut-être plus traditionnels de ce côté-là, qui donneraient, je pense, un portrait complètement différent de ce que moi je vous ai présenté aujourd'hui, là. Merci. On a une question avec un micro. Oui, de Christine. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui, bonjour. Mon nom est Christine. Merci beaucoup pour cette présentation. C'était vraiment génial et super pertinent. Là aussi, dans mon travail, ça va être pertinent. J'avais une question. Quand vous parlez des jeux, en fait, qui sont de courte durée, que les joueurs partent et reviennent, mais en fait, ils veulent revenir. euh, dans ceux que vous avez interrogés, est-ce que vous n'avez pas observé quelque chose qui pourrait aller du côté de la dépendance? Je vous parle de ça parce que je suis intervenante en prévention des dépendances, donc c'est ma couleur. Mais moi, ce que je vois, je vous entendais, c'est surtout au moment où on dit à cette heure-là, il faut qu'on se rende compte, il faut qu'on soit en ligne. Donc, ça brime quand même les sphères de la vie de l'individu. Je voulais savoir ce que vous aviez observé à ce niveau-là. Là. Merci beaucoup, Christine, pour votre question. Je trouve que c'est une question, encore une fois, très pertinente. Puis tant mieux si la présentation a pu vous pister sur certaines réflexions dans votre pratique professionnelle. Euh, Moi, ce que j'ai entendu du vécu des joueurs, ce n'est pas de discours nécessairement de dépendance. Évidemment, comme j'ai mentionné tout à l'heure, c'est des joueurs un peu de la vie quotidienne. Donc, c'est sûr que avoir des joueurs qui présentent peut-être une dépendance, soit aux écrans, soit aux jeux, ça donnerait un portrait complètement différent, ça c'est certain. Il y a quand même quelques joueurs dans mon échantillon qui m'ont mentionné, ben, parfois les jeux euh, prennent un peu plus de temps que je l'avais prévu.
Donc, ça l'illustre ici une espèce de, moi, ce que j'ai appelé une flexibilité des jeux avec le temps de jeu aussi qu'on peut y accorder. C'est que les jeux et le stickiness, notamment pour faire le pont avec cette notion-là, euh, ça garde un peu les joueurs accrochés au jeu. Puis il y en a certains qui m'ont dit, ben ça me garde peut-être un peu trop accroché. Il y a des joueurs qui m'ont mentionné, ben finalement, au lieu d'avoir 30 minutes pour faire mon ménage, j'en ai juste 15 parce que j'ai joué 15 minutes de plus. Donc, je dirais que les méfaits, dans ce que j'ai entendu, vont un peu s'arrêter là. C'est banal, là, on va se le dire, mais probablement que pour d'autres types de joueurs, ce serait, ben finalement, j'ai joué 1 heure de plus, puis j'ai pas pu faire mes études, ou j'ai pas pu faire mes devoirs, ou j'étais censé travailler, puis là, j'ai pris du retard dans mon travail. Ça pourrait être un des aspects qu'on peut voir. Par contre, pour répondre à votre question en termes de dépendance, moi, il n'y a pas de joueurs qui m'ont mentionné ça de cette façon-là, explicitement, là, disons. Là. Parfait. Ben, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Jean-Philippe. La séance est presque terminée. Il est déjà 12h56. Peut-être, je voudrais remercier à nouveau Jean-Philippe pour cette super intéressante présentation où est-ce que c'était très riche, puis ça nous donne aussi du vocabulaire. Ça nous permet d'explorer un sujet avec nos usagers, hein, et je trouve donc cette façon de voir les temps interstitiels, hein, c'est-à-dire qu'on joue, même nous, hein, ou en tout cas, on va sur Instagram, tu l'as plus fait pour des petits free-to-play, mais on pourrait peut-être l'étendre à certains réseaux sociaux. Cette façon de combler tous nos temps libres est toujours est complexe à appréhender. Peut-être simplement remercier également Hermès, l'équipe Hermès de recherche, Valérie Van Mouric, Geneviève Fortin et l'Institut universitaire en dépendance pour permettre ce beau webinaire. Et vous dire que nous avons 2 prochains rendez-vous cette année. Nous en avons donc un en février et nous en avons un en mai. En février, le sujet sera une surprise. Nous avons différentes idées, mais nous vous en informerons très bientôt. Et celui en mai sera sur le trouble du déficit d'attention avec hyperactivité ou sans hyperactivité et l'utilisation problématique des écrans. Donc, TDAH, UPI. Je suis certaine que plusieurs d'entre vous seront au rendez-vous. Et pour la prochaine fois, eh bien, ce sera comme une sorte de cadeau de Noël. D'ici là, il est peut-être tôt pour vous souhaiter joyeuses fêtes, mais on se dit à très, très bientôt et merci beaucoup pour votre présence.